Alors, magnifique soirée donc qu'on a vécu à Saint-Denis, en plus de lumière, de musique et de sourire à l'issue d'un match remporté donc par les Français 35-16. Sur le papier, ça sonne bien, même si ce ne fut pas le succès le plus probant des Bleus cet hiver, qui ont eu plus de mal que le score ne le laisse entendre. Est-ce que vous vous êtes fait des cheveux blancs? Bon, il y en a un paquet des cheveux blancs déjà, Denis. Mais est-ce qu'à un moment, tu as douté pendant le match? Je veux dire, quand il marque cet essai qui est finalement refusé en toute fin de première mi-temps, oui, quand même, on n'était pas fiero, quoi. Hein. Je pense que l'essai, s'il est accordé, il passe en touche, hein, il n'y a pas d'essai, mais ça peut changer beaucoup de choses. Ça veut dire que les Écossais tournent à 20-16 à la mi-temps. Après, il faut courir après le score. Et on voit le début de seconde mi-temps qui est mauvais pour les Écossais, avec un contre Finn Russell qui fait n'importe quoi au lieu de poser un petit peu le jeu. Mais bon, après, j'ai pas eu très peur après en seconde mi-temps. Il y a surtout le banc a fait une telle différence, on va en parler, mais non, j'ai pas eu trop peur. Franchement, non. On disait pendant le match, Christophe, le gap c'était plus 4 pour l'Écosse si c'était accordé. Et en fait, de plus 4, ils prennent un essai d'entrée en deuxième mi-temps. Ils sont à moins 10. Donc voilà, je pense qu'il y a tournant là. Ils ont mal à la tête. Ouais, évidemment. Ils ont mal à la tête. Il n'empêche que les Français à la pause se sont, paraît-il, fait tancer sévèrement par Fabien Galtier, qui a poussé une gueulante comme il n'en avait jamais fait, un peu à la mode Bernard Laporte il y a de cela quelques années. Je sais pas si vous avez vu la tête de Fabien quand il marque. Alors, il était juste à côté de nous, donc on l'a vu descendre. Il se dit un truc qui va pas bien, qui tourne pas aujourd'hui. Il y a un truc qui va pas, qui tourne pas rond. Et effectivement, il leur a mis une belle danse, Pierre, paraît-il. Il le méritait. Il l'a mérité. Non, mais ils étaient vraiment empruntés dans cette première période et ils l'ont tous dit ensuite en zone mixte, en conférence de presse, qu'ils étaient stressés, qu'il y avait beaucoup de pression et que ce match n'était pas évident à jouer parce qu'en face d'eux, ils avaient des joueurs complètement libérés. Les Écossais qui n'avaient plus rien à jouer et qui ont envoyé énormément de jeux, ils se sont un petit peu crispés et heureusement qu'au retour des vestiaires, ils ont tout de suite marqué pour repartir de l'avant parce que ça aurait pu être très compliqué sinon. Et celui qui le méritait le plus, c'est évidemment Peato Movaca, auteur de matchs incroyables durant tout le tournoi, mais auteur d'une faute qui aurait dû lui valoir un carton rouge. Curieux, samedi soir. Il craque jamais ce garçon. Là, il a bien craqué quand même. Ce ne fut que jaune. Alors on se plaint souvent de l'arbitrage. Là, on va pas s'en plaindre. Hein. C'était autour des Écossais. On peut s'en plaindre aussi. C'est autour des Écossais qui ont fait des caliméros un peu comme on l'a fait pendant tout le tournoi. Se plaindre, prendre de la hauteur par rapport au bleu et dire que cette faute-là aurait dû valoir un rouge, même si c'est un Français qui... Enfin, j'ai un petit peu de mal avec la cohérence parfois. Non, mais il y a deux points de mesure. On comprend rien d'un week-end à l'autre. On comprend rien, sauf Julien, que finalement le lobbying de Galtier a peut-être fini par aboutir. Je sais même pas si c'est le lobbying de Galtier. Moi, ça en devient insupportable cette décision d'une semaine sur l'autre où la même faute quasiment fait un rouge pour les Irlandais, un jaune pour des Italiens. C'est incompréhensible avec pourtant l'appui de la vidéo, le bunker. Donc il y a quand même plein aujourd'hui de moyens. Elle est terrible leur raison, Julien. En plus, c'est de dire qu'en fait, il a pas été. Il n'y a pas un haut niveau d'intensité dans la faute. Sur l'intensité, c'est incroyable. Dangerosité, exactement. Mais la dangerosité, il met un coup de tête, et surtout, c'est hors du jeu. C'est un geste déloyal. C'est pas sur une action de jeu. C'est une brutalité. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est une brutalité plus que du jeu dangereux. Est-ce qu'une brutalité, c'est un coup de boule, quoi. En gros, mais quand on pense à Nash qui met le coup de boule, on peut estimer que. Oui, à Barassi, on peut estimer que dans le jeu, ça va vite. Il n'a pas le temps de se baisser. Là, clairement, Moefana, il vise la tête du vis-à-vis pour lui mettre un coup de boule délibéré. Donc là, c'est rouge direct. C'est hallucinant que même ça passe par le bunker, moi. J'ai même été surpris que l'arbitre ne prenne pas la décision. Mais c'est là où on est sauvé. C'est rouge. Ah bah oui, parce que si c'est rouge direct, on termine à 14. À 14 contre 15, je crois qu'il y a 13-13, non, à ce moment-là, non, où la France se mène 13-10. Je sais plus. Il met la pénalité du 10-3 en fait avec ce geste. 10-3, il y a 10-0 en fait et 10-3 avec ça. Mais oui, quand tu vois le jeu des Écossais et les problèmes qu'ils nous ont posés à 14 contre 15, je suis pas sûr qu'on aurait gagné le match. Et Gregor Townsend après le match a fait un peu comme Galtier la semaine d'avant sur le jeu. Il s'est plaint de l'arbitrage avec raison, mais bon, on a l'impression d'être dans le foot, c'est-à-dire que tous les entraîneurs aujourd'hui s'offusquent des décisions arbitrales après la rencontre. Moi, j'aimerais ils vont pas jusqu'à leur mettre oui, mais il y a un problème au niveau de la règle pure, c'est-à-dire qu'on dit que dès que la tête est touchée, c'est un rouge. On le dit. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne l'applique pas. Sur un geste comme ça, oui.
Sur un geste comme ça, oui. Parce qu'il y a des circonstances. Non, sur le geste de samedi. Sur un geste comme ça, oui. Et après, en même temps, on le devine, vous vous rappelez, il se couche, on le devine sur ce plan, mais il n'y a pas un plan de l'autre côté où on voit sa tête qui va sur la tête de l'Écossais. Est-ce que les gens de France Télé ont été bons? Je ne sais pas. Comme des Britanniques l'avaient été les années d'avant. Je ne sais pas. C'est comme l'arrière écossais, on ne le voit jamais aller en touche sur le direct. Ouais, c'est vrai. Jamais. Ouais, oui, sur l'essai qui refusait en première mi-temps. C'est vrai qu'on n'a pas vu les doigts de pied écossais. Je pense que notre ami Fred Godard est très très bon, le réalisateur de France. C'est le chauffeur du bus des Bleus qui était à la vidéo. Ah oui. On embrasse Fred. Bon, en tout cas, ça nous a souri cette fois-ci. Les Bleus, donc sermonnés, qui sont revenus avec de bien meilleures intentions deuxième mi-temps, surtout avec leur fameux bomb squad qui a tout changé lorsqu'il est entré. Ce banc en 7-1 se confirme comme être une excellente idée, à répéter indéfiniment, messieurs. Il faut l'inscrire dans l'ADN de l'équipe de France de rugby. Je pense que connaissant famille, il va l'adopter. D'accord. Il y a un jour où ça va lui retomber sur le. Peut-être, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence devant est telle que tu as des joueurs, tu as 15 joueurs de même niveau. C'est-à-dire que derrière, tu n'as pas de concurrence. C'est pas la même. C'est pas la même parce que devant les matchs, tu les gagnes devant. Et si tu veux, quand tu fais rentrer, on l'a vu samedi, ce banc qui nous a fait gagner d'ailleurs, ça a tout changé. Marchand, Jelonge, qui sont des méafous. Tu fais rentrer ces 3 joueurs, c'est des tankers. C'est-à-dire que tu bouleverses le jeu. J'ai une question sur quelle est la différence entre ce 7-1 et un 6-2 qu'on peut faire, parce que dans tous les cas, il y a un joueur qui reste sur le banc jusqu'à la 75e. Que ce soit un centre ou que ce soit Hugo Oradou, je ne vois pas bien quelle est la différence. Tu peux quand même faire rentrer tes 6 avants de ton banc de touche et garder un demi de mêlée et un 3/4 sur le banc en gardant un peu plus de flexibilité. C'est là que se pose dans la mesure où il fait rentrer Oradou à la 75e, ça se passe à Dublin, c'est pareil. Mais parce que tu es obligé d'en garder un sur le banc au cas où il y a quelqu'un qui se blesse. Oui, parce que je trouve que c'est pas le vrai bomb squad des Sudaf. Les bomb squad des Sudaf, on se rappelle qu'il fait rentrer les 7 avant d'un coup à la 45e, alors que Fabien gère toujours. Ouais, les 6. Non, les 7 d'un coup. 7. Pardon, autant pour moi. Les Sudaf. Alors que là, Fabien, comme le dit Pierre, ça fait 2 fois qu'il en fait rentrer. Alors là, pour le coup, il y a eu un coaching pour une blessure, et puis un coup 5, et puis finalement, tu laisses jusqu'à la 75e Thibaut Flamand. C'est pas un vrai 7-1. En fait, ils font la différence à 6 avant. Denis l'a dit, quand il fait rentrer Jelonge, Marchand. Oui, je pense qu'un 6-2 à terme va redevenir la norme. Et puis je pense que c'est aussi en fonction de l'adversaire. Là, tu sais que les Écossais, en termes de densité, tu vas les défoncer. Donc le 6-2, évidemment, mais contre une équipe plus dense physiquement, je sais pas si ça vaudra parce qu'ils n'avaient pas de banc. Moi, je pense que si tu joues les Sud-Africains, férocité les Écossais sur les plaquages, ils nous ont fait mal. Non, mais tu joues les Sud-Africains demain, tu vas faire un 7-1, c'est évident. Ah, ça peut. Ben oui, c'est possible. Non, mais voir les Blacks. Oui, mais c'est pas un vrai 7. C'est pour ça que quand je revenais sur le excellente idée que disait Christophe, ça lui a donné raison sur son destination. Je suis d'accord, mais je sais pas si sur le long terme. Il a pris de la graine, ce jeune, je trouve. Non, mais moi, pour parler du 7-1, moi, je suis pas du tout. Je suis pas du tout favorable dans ce tournoi. C'est bien. Moi, je suis comme Pierre, moi je suis pas du tout favorable au 7-1. Je pense que c'est une vraie connerie. Mais bon, après, je pense que le 6-2 est raisonnable. Avant, on avait un 5-3, maintenant on en est au 6-2. Oui, mais là, ça lui donne raison. Oui, c'est bien sûr. Tant mieux pour lui, oui, bien sûr. Voilà, bon, tant mieux pour l'équipe de France. Tant mieux pour l'équipe de France et tant mieux pour les avants, un peu tant pis pour les 3/4 qui aujourd'hui t'as plus que les titulaires et t'as plus de remplaçants en équipe de France. La victoire est large, donc 35-16, 4 essais inscrits pour un seul encaissé. Est-ce qu'elle reflète le match que vous avez vu, Denis? Non, pas du tout, parce qu'on a vu une équipe d'Écosse à son meilleur niveau. Alors c'est vrai, décomplexé, je crois que c'est Pierre qui le disait, désinhibé, oui, mais ça suffit pas. Tu peux être désinhibé, décomplexé et pas jouer en rugby total comme ils l'ont fait. Ils ont joué à une vitesse incroyable, avec une intensité incroyable, avec je sais pas, une détermination incroyable. C'est leur meilleur match du tournoi. Alors je les avais vus bons. Ils avaient été bons en Angleterre. En Angleterre, ils ont été bons. Ils n'arrivaient pas à tenir. Seul, ils marquent les points, ils ont gagné en Angleterre. Ouais, je pense qu'en Angleterre, vient le fameux Finn. En Angleterre, ils peuvent gagner. Un petit message envoyé à Pierre, c'est ça encore. Finn Russell aurait pu être le héros de la soirée. C'est le héros malheureux parce que c'est jamais arrivé. Malheureusement, il fait une connerie qui leur coûte très très cher. Mais moi, il m'a enthousiasmé cette équipe d'Écosse. J'ai trouvé cette équipe d'Écosse absolument incroyable. C'est combinaison 3/4, moi ça me régale. Et il a fallu une équipe de France avec une force mentale incroyable, avec un banc incroyable pour s'en sortir. Parce que sincèrement, tu revois le match, tu n'as pas beaucoup d'occasions d'essai. Tu n'as pas beaucoup d'occasions où tu peux scorer. Tu prends tous les points, tu les prends. Alors à l'inverse, les Écossais, ils ont vendangé des essais, ils ont vendangé les coups. Et chapeau à eux, parce qu'ils ont vraiment fait plus que la résistance.
Pierre fait de l'écoute sélective, parce que la semaine dernière, lors du podcast, on avait dit méfiance de cette équipe irlandaise qui joue très bien au rugby et qui va poser beaucoup de problèmes à l'équipe de France. Écossaise, qui va poser beaucoup de problèmes à l'équipe de France. Mais elle nous a posé des problèmes, mais on leur a quand même passé 35 points. Pierre me disait, on mettra peut-être plus de 50 points. Il me disait, c'est ce que je pensais. Je te balance. Mais les gars, on a gagné 35-16, on n'a pas non plus gagné. Bien sûr. Après, moi j'ai une interrogation par rapport au physique des Français. Je me demande si la débauche d'énergie de la semaine d'avant irlandaise, ça n'a pas coûté beaucoup aux Français. Je l'ai senti sans ressort, à l'inverse des Écossais qui avaient beaucoup de gaz. J'ai pas trouvé les Français qui étaient. Et pourtant, il y a eu 7 jours. 7 jours. Oui, mais bon, après, ça suffit pour récupérer. Tu sais, tu fais des matchs. Je pense qu'ils ont livré un gros match à Lyon. On a fait, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur l'appli RMC Sport, on a fait l'interview de Nicolas Jean-Jean, le directeur de la performance, et il disait que c'est comme ça, la domination, le momentum que les Français avaient, l'énergie, pardon, que les Français avaient à Dublin, il l'a trouvé écossaise samedi, vraiment dans le physique. Alors, on a senti, tout le monde l'a compris, les Bleus un peu empruntés, moins précis que la semaine précédente. Alors, la raison, vous en avez évoqué une, il y en a d'autres pour le sélectionneur. Voici des explications de Fabien Galtier. Je pense qu'il y avait un peu de pression. On s'est préparé sans se mettre trop de pression, en se concentrant sur le match essentiellement. Et finalement, je pense qu'on a été rattrapé par le stade, par l'environnement. C'est ce que j'ai ressenti. Il y a plein de petits faits de jeu qui se rajoutent les uns après les autres, qui font qu'on redonne des possessions faciles, où on se met en difficulté face à une équipe qui était totalement légère et désinhibée, qui n'avait rien à jouer à part son rugby. Wilfried disait pendant le match la peur de gagner. Est-ce que la peur de gagner je pense pas, franchement, parce que quand on voit la seconde mi-temps, j'ai pas l'impression qu'ils ont eu très peur de gagner, de le perdre même ce match. Oui, la pression, le contexte peut-être, j'y crois pas trop ce que dit Fabien, mais peut-être. Je pense qu'ils ont été surpris surtout par parce que ça encore quand tu es une jeune équipe qui dispute son premier grand rendez-vous, on comprend peut-être. Mais tu es sur une bonne dynamique en plus. Je veux dire, tu es sûr de toi, tu es en confiance. Je pense qu'ils ont été surpris par l'adversité, il me semble, moi, qui s'est révélé. Tous les comment dire, les affrontements des Écossais, on les a subis, on est parti en arrière. Enfin, ils ont été incroyablement forts dans ce secteur-là. Je pense qu'on ne s'attendait pas à cette équipe d'Écossaise qui est aussi joueuse et aussi forte. Mais je pense qu'il y a aussi le climat ambiant. Toute la semaine, on a dit l'équipe de France va battre le record d'essais, Louis Bielbiarré le record d'essais, Thomas Ramos le record de points. En fait, on les a aussi conditionnés au fait que ça allait être une facilité. Non, mais il y a aussi cette idée, Denis, où tu dis qu'en termes de collision, on n'y est pas. Je pense qu'ils ont manqué peut-être 10% d'énergie en se disant ça va être une formalité. Oui, on vient de passer 100 points en 2 matchs. Les Écossais, on va leur rouler dessus. De suffisance, un peu de suffisance. Parce quand Fabien il dit on l'a peut-être pas bien préparé, c'est ça qui m'inquiète, parce que si à chaque fois qu'il y a l'image qui compte, ils sont repris par l'ambiance comme toute la semaine. Oui, mais je veux dire, on a des latins, attention. Oui, effectivement. Mais peut-être qu'il y a ce côté-là avec les records où on leur a dit ça va être une formalité. Ouais, donc ils n'ont pas entendu quand on leur a dit regardez ce qui s'est passé en 2021 quand les Écossais étaient venus nous faire le non rien. Ouais, on a compris. La machine de Villarreal. La quoi La quoi Il a bugué. Appuie sur reset derrière Denis là, le bouton. Appuie sur reset. Montage si vous voulez bien. Je voudrais éviter un avertissement qui pourrait conduire à un blâme et une exclusion temporaire, s'il vous plaît. Les Bleus ont donc finalement trouvé des réponses aux défis proposés par les Écossais pour décrocher cette victoire qu'on aurait même acceptée si elle n'avait été que d'un point, parce qu'elle permet au 15 de France bien d'ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès. 7e tournoi depuis qu'il est passé à 6 nations en l'an 2000. Ça nous permet de rejoindre l'Angleterre en tête de ce palmarès des 6 nations. Un tournoi d'ailleurs, maintenant on peut le dire, parce qu'on n'a plus peur d'inquiéter nos Français. En tout point record, Wilfried, on a battu tous les records cette année, incroyable. Ah oui. On l'a pas assez dit. 30, collectivement, 30 essais. On a dépassé les Anglais de 2001, qui étaient à 29. Donc, on reparlera 2003. De jeu. Ouais, 2001. Tu croyais que c'est 2003, je t'avais dit c'est 2001. 30 essais, donc c'est un énorme score. On n'était pas loin du plus grand nombre de points. On l'a pas fait, ça. Les Anglais de 2001 avaient mis 229 points dans le tournoi. On s'arrête à 218. On aurait peut-être pu aller les chatouiller. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même. C'est en 2001 ça ou 2003 Ouais, 2001. Ouais, d'accord. 2001. Les coquins. Non, parce que des gens ont pu se tromper et dire que c'était 2003. Donc on rappelle à nos chers auditeurs ou auditrices, c'est 2001. Voilà. Ensuite, donc individuellement, on l'a pas assez dit. Peut-être que Thomas Ramos est le meilleur réalisateur maintenant du
du 15 de France avec 445 points en 44 sélections. Quand Frédéric Michalak, qu'on embrasse, a fait 436 en 77 sélections. Donc le ratio est quand même meilleur évidemment pour Thomas Ramos. Damien Penaud a échoué, mais c'est pas fini. Mais sur ce match à battre Serge Blanco, 38 essais, il reste à 38 essais. Mais bon, on se fait pas trop de soucis à 28 ans pour Damien Penaud. Et Louis Bielbiarré a tout pété dans ce tournoi, 8 essais. Et depuis Bernat Salle, il n'y avait pas eu de joueur qui avait marqué un essai par match de Bernat Salle en 2001 aussi justement. C'est Louis Bielbiarré qui le fait quand met 8 qui égale. Tu dois le connaître par cœur maintenant les noms, Christophe. L'Écossais en 1925. Ah oui, non, celui de 1914, je me rappelle plus son nom. Mais... Ouais, c'est l'anglais, Cyril Nelson Love. Voilà. Love. Et Ian Smith en 1925. De 8 essais. Voilà, peut-être, qui sait. 8 essais pour Louis Bielbiarré dans ce tournoi. Voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau des records là. Ah oui, on est bien. Alors, cette année... Ça fait 18 essais en 19 matchs pour Louis Bielbiarré. Le rythme où il va, Penaud, il va pas le garder longtemps, son record. J'ai peur, le record d'essais de Damien Penaud. Alors, le seul truc qui manque, finalement, c'est le Grand Chelem. La faute à cette défaite frustrante à Twickenham pour un petit point seulement. Est-ce que la victoire en est pour autant moins belle qu'en 2022, Denis ? Une simple victoire dans le tournoi, mais en année impaire, est-elle du même niveau qu'un Grand Chelem en année paire ? Non, mais c'est le symbole. Le Grand Chelem, il y en a combien dans l'histoire du rugby français ? Une dizaine ? 10. Donc, si tu veux, en plus de 100 ans de rugby, t'as 10 champs en Grand Chelem. Ça reste à vie, quoi. Un Grand Chelem, c'est comme ça. Ça veut dire que cette victoire cette année, on l'oubliera plus facilement que le Grand Chelem de 2022. Ouais, je crois. Je crois. Par contre, je pense pas qu'il faut minimiser parce que les Irlandais n'ont pas fait le Grand Chelem l'année dernière. On en a pas parlé. On a dit ils ont gagné les 2 derniers tournois. Ils vont peut-être faire un 3e. Et donc, c'est quand même une victoire dans le tournoi. Oui, mais les Irlandais gagnaient 3 fois la suite. Donc, c'était symbolique aussi. Oui, mais ils ont soulevé la coupe. Moi, je trouve que c'est... Après dans les émotions de ton destination, la tristesse après Twickenham, la victoire à Dublin, qui pour moi est la plus belle victoire de l'ère Galtier, peut-être cette victoire à Dublin, peut-être avec les All Blacks en 2021. Mais cette victoire-là à Dublin, c'est une des plus belles de l'ère Galtier. Il n'y en avait pas eu de similaire en 2022. Et derrière, ils font le boulot pour aller conclure le travail. Dans le jeu qui a été proposé, dans l'évolution de cette équipe de France et dans l'importance qu'elle a pour la suite, je pense que c'est une victoire très, très importante. Attention à cette victoire référence, soi-disant, en Irlande, quand tu vois le niveau des Irlandais aujourd'hui. Je suis désolé. Ouais, mais Denis, je vais dire qu'avec une semaine de recul, c'est plus une victoire référence. Dès qu'on bat quelqu'un, la semaine d'après, c'est regardez, ils ont été moins bons, ils sont pas aussi bons qu'avant. Dis-moi le tournoi des Irlandais s'il est bon. Je dis pas que les Irlandais... si, réponds-moi, c'est ça la question. Dis-moi si leur dernier match contre l'Italie est pas bon, mais mais même ils sont en Angleterre, ils reçoivent les Anglais, ils ont failli perdre les Anglais chez eux, 25-20. Ils ont une défaite. Mais ils battent les Anglais 25-20 chez eux, quand même. Tu peux pas me dire que cette équipe d'Irlande, elle était dominante. Non, mais elle n'est pas dominante comme elle l'a été. Non, mais Denis, elle est vieillissante. Sur le scénario de ce match, sur la performance des Bleus à Dublin, c'est un match référence du côté des Bleus. Si tu veux, peut-être un match référence, mais attention, l'équipe d'Irlande. Au coup d'envoi à Dublin, t'aurais jamais dit ça. Non, quand bien on prend sûr. les vagues et tout, bien sûr. donc c'est pas devenu des KDB quand même, les Irlandais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas significatif. À la limite, la victoire contre l'Écosse est plus significative parce qu'il y avait plus d'adversité, il y avait un vrai enjeu et on s'en est sorti. Est-ce qu'avec cette même équipe de France, nous roule dessus sur les 20 premières minutes et qu'il y a 14-0, je suis pas sûr qu'on gagne en Irlande, Denis. Est-ce qu'avec cette même équipe de France, cette même équipe de France que ce tournoi, on aurait gagné en Irlande il y a 2 ans? Ben, 2 ans, tu prends une FSC, mais... Non, mais là... Avec la même équipe. Mais moi, je pense que cette équipe de France, elle a beaucoup progressé. Qu'est-ce que vous allez chercher sans déconner ce jus de crâne. Mais non, mais alors... Et avec l'équipe de 89... Mais non, mais c'est pas le même débat. Est-ce qu'on va en parler dans le podcast? Je sais pas, moi, je pense que l'équipe de France, aujourd'hui, est beaucoup plus forte qu'il y a 2 ans. Voilà, mais c'était ça, en fait. Est-ce que l'équipe de France est plus forte en 2025 qu'en 23? Est-ce que l'équipe d'Irlande est aussi forte en 2025 qu'elle l'était en 2023? C'est ça, il y a eu une différence de niveau. L'équipe de France a progressé, l'équipe d'Irlande a semble-t-il régressé. Mais régressé vraiment. Je pense que l'équipe d'Irlande va être au creux de la vague. Je pense qu'ils n'ont pas eu la lucidité de changer des cadres assez tôt et maintenant ils vont se traîner. Ouais, je pense qu'ils vont. Bon.
Vous avez une faculté quand on perd à souligner les performances des autres et quand on gagne à minimiser le truc de. Enfin, je suis d'accord qu'ils sont un peu un ton en dessous. Pour être complètement honnête, je suis d'accord qu'ils sont un ton en dessous. Ils sont par rapport à leur grand chelem, ils sont un ton en dessous les Irlandais. Je suis d'accord avec vous, mais quand même. Vous vous rendez compte, les Irlandais, on parle des Irlandais. Au Pays de Galles, ils ont failli perdre au Pays de Galles. On leur a mis 2000 plaquages en 20 minutes. On les a rincés. Non mais à 60 millième minute, ils étaient menés au Pays de Galles. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites comme connerie? Non mais c'est incroyable. Mais non mais les Irlandais ont failli perdre au Pays de Galles. Je vous le dis. Vous avez vu le match ou pas? Donc je veux dire par là, faut arrêter de. Mais c'est pas le débat l'équipe d'Irlande. C'est que juste il faut être lucide par rapport aux performances, c'est tout. Mais de là à minimiser, on va pas minimiser la performance de l'équipe de France. Mais non, on veut rien minimiser, Wilfried. On sait que tu es fan absolu. On veut juste essayer de débattre un peu. Vous êtes des bouches vieilles à chaque fois, putain, c'est dingue ça. Mais non, on essaie d'analyser par rapport à il y a 2 ans la valeur de l'équipe de France. Voilà. Toi, il n'y a que le fiel, Christophe, le fiel tout le temps. Mais Wilfried, ta nationalité. Quand on va gagner la tournée en Nouvelle-Zélande avec l'équipe développement, ils vont nous dire français, Christophe. Ça c'est parce que tu vas en Nouvelle-Zélande, toi. Non, j'y vais pas. Non mais on serait capable de gagner en Nouvelle-Zélande et vous nous direz non mais c'est plus la Nouvelle-Zélande de l'année dernière, ils sont un peu moins bons, ils sont en fin de saison, il y a toujours des soucis. C'est ce qu'on a dit déjà en novembre. Oui, bien sûr, ils avaient gagné en Irlande. Julien, c'est vrai. Julien qui est la voix de la raison dans ce podcast. Je voudrais t'entendre sur le sujet s'il te plaît. Vous me coupez les micros des 2 autres. Julien. Moi je pense que l'équipe de France c'est la meilleure équipe de France depuis que Fabien Galtier est sélectionneur aujourd'hui, très clairement, c'est une équipe de France hyper complète. Alors avec quelques lacunes défensives je trouve, que l'Irlande a baissé d'un niveau, mais je ne veux pas minimiser la victoire en Irlande par rapport aux autres performances, parce que les Irlandais, les 20 premières minutes qu'ils te mettent, la séance qu'ils te mettent, si tu fais pas comme dit Wilfried 1000 plaquages, il peut y avoir 14-0, t'as la tête sous l'eau, et les Irlandais ils te roulent dessus. Je pense que la victoire en Irlande, elle est fondatrice, et moi je l'avais dit la semaine dernière, Pierre, comme quoi il fait de l'écoute sélective, c'est oui effectivement la plus belle victoire de l'équipe de France depuis que Galtier est à la tête de cette équipe de France. Tu es la voix de la raison. C'est vraiment la voix de la raison. Je suis désolé. Non, c'est beaucoup plus pointu que ce que vous avez porté comme analyse. Bravo. Non, Julien, franchement. Bravo. Ça va pas dans votre sens, mais les deux. Vraiment. Non, mais c'est d'accord avec nous quand même. Mais non, on est tous d'accord. Et lui, il a fait une synthèse de tout ça et c'est merveilleux. On est tous d'accord. Je m'en vais devant tant d'éloges, je vous quitte. Enchaîne. Du coup, on a bouffé une partie du fil conducteur d'après, je crois. Pas du tout. L'équipe de France et son sélectionneur qui jouait gros sur ce tournoi. Fini l'état de grâce du début. Galtier était attendu au tournant, souvent critiqué, parfois mal compris. Ce qui est certain, c'est qu'il sort de ce tournoi renforcé. Là, on est tous d'accord. Il est aujourd'hui redevenu intouchable, redevenu populaire. On a vu à nouveau fleurir dans les tribunes des supporters affublés de lunettes et à la moustache à la Galtier, qu'on avait vu notamment lors de la Coupe du Monde, avant l'Afrique du Sud. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas quand même, parce que le sélectionneur est revenu en grâce. En même temps, il a fait des choix forts, il s'est remis en question, puisqu'il a remis des joueurs en question, donc ce qui était inattendu, parce qu'il ne le faisait jamais, donc notamment des cadres de cette équipe. Donc il nous a tous surpris, en même temps ça a marché, parce qu'il a piqué les joueurs, et les joueurs sont revenus encore plus forts. Il a fait ce banc à 7-1 où j'étais en plein doute par rapport effectivement à cet état d'esprit des Français, c'est ce jeu de la française, mais ça a marché aussi, voilà, donc chapeau à lui, non, ils sont remis en question, et je ne sais pas si on va parler de la dépossession qui n'existe pratiquement plus. Non, ça c'est pas dans le fil conducteur. Donc ça c'est très bien. Voilà. Non, mais je suis content qu'il n'y ait plus de dépossession. Ah oui, très bien. Alors, Wilfried, je te pose la question à toi, évidemment, qui, je sais, admire beaucoup le sélectionneur. Est-il pour toi l'homme de ce tournoi? On sait que tu as le poster sur le plafond de ta chambre quand tu t'endors tous les soirs. Moi, je suis honnête, messieurs. Il n'y a pas les copines, pas les copines. Je connais ce monde, messieurs. Donc, moi, je fracasse pas parce que le mec m'a fait une chose il y a 10 ans. Bref. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu parles là? Denis l'a dit. Non, en général, dans le rugby en général. La grande famille. Oui, la grande famille, on va parler samedi soir. Tous amis, ils s'embrassent tous. Ils en ont tous plein la bouche, les valeurs. Tu as raison, il a fait des choix forts. Ça lui a réussi. Ça aurait pu être. Il était sur un fil un moment parce que quand il enlève Penaud, quand il met Jalibert, le pauvre Mathieu Jalibert, il sait Mathieu Jalibert qu'il n'a pas confiance du sélectionneur, pas besoin de le dire. Mais quand il enlève Penaud, ou comme il a fait avec Ficou et Aldrit, c'est un jeu dangereux. Surtout comme il fait. Fabien, il est pas bon là-dessus, je pense. Il veut faire des câlins aux joueurs, mais les joueurs, ils savent que des fois, il est
il est plutôt cinglant dans ses avis et voilà. Donc il a enlevé Penaud, il a mis le 7-1, il a remis Ramos à l'ouverture, il a remis à l'arrière, il a gardé Ntamak. Il a remis en question les arbitres aussi. Oui, ça gagne. Générale. Et si ça n'avait pas gagné. Parce que là, si on perdait en Irlande, on n'était pas deuxième, on était troisième en plus. Hein. Donc, vous imaginez la régression. On aurait dit déjà il y avait des deuxièmes places, maintenant il y en a des troisièmes, et on n'a qu'un tournoi gagné. Donc, écoutez, on peut que applaudir. Quand on gagne, on a raison généralement. Surtout que ça a marché, hein, le 7-1. On en a déjà parlé. Il y a des choix forts. Il y a des Moefana, il n'hésite plus à mettre Guillard. Exactement. Je parle de Guillard. Il n'hésite plus à laisser Guillard titulaire et laisser Merfou. Il a changé. Il a changé de façon de faire. Et il a fait voir à Tissot-Gbe qu'on pouvait jouer aussi, même s'il l'a réenlevé et qu'il n'avait pas fait un mauvais match, et là aussi c'est dangereux. Mais c'est ce qu'il a dit, il y a d'émulation, on fait voir au 42 qu'on peut y arriver. Donc voilà, c'est assez positif. Là où il est assez malin, je trouve, c'est qu'il arrive à faire voir au 42 que c'est possible, mais en maintenant une hiérarchie assez claire. On n'a pas entendu Léo Barré, Théo Tissot-Gbe râler parce qu'ils avaient été bons en Italie, qu'ils sont sortis derrière. Ils ont dit, nous on connaît notre statut, on sait que Romain Ntamak joue. Avec Fabien Siral, il revient non plus. Mais bien sûr, mais il n'y a pas un box qui dit quelque chose à Erasmus. Quand le mec il sort son capitaine à la 50e, personne, aucun Sud-Africain gueule après le sélectionneur Erasmus, malgré il fait que des choix comme ça. Alors, homme de ce tournoi, on va voir. Tu as l'air convaincu quand même, Christophe. Si, complètement. C'est vrai. Non, c'est un bon argument. C'est la force d'Erasmus d'ailleurs. T'as juste pas écouté. C'est la force de ce sélectionneur. J'ai demandé à toute la bande des poteaux, les journalistes, les consultants en rugby d'RMC Sport de me livrer leurs hommes du tournoi, leurs moments forts de la compétition. Il y a eu beaucoup de réponses, parfois étonnantes, mais vraiment intéressantes et pas toujours les mêmes. On va commencer peut-être par les joueurs. J'ai notamment du Guillard pour Édouard G, évidemment le Lyonnais qui a joué la carte régionale, du Ramos pour Pierre-Yves Leroux qui n'avait pas de breton à nous donner, du François Cross pour Julien qui va s'en expliquer. Pierre lui a voté Moefana, mais celui qui rassemble évidemment le plus de suffrages, c'est Louis Biel-Biarré, auteur de 8 essais, mais pas que, Wilfried, tout comme Romain Asselin et moi, tu as voté pour lui. Pourquoi est-il, selon toi, l'homme de ce tournoi ? Parce qu'il a été incroyable, on ne se rend pas compte, je pense. On parle de l'Écossais d'il y a 100 ans et tout, mais 8 essais dans un tournoi quand même. Vous vous rendez compte, ce chiffre parce que aussi, Louis Biel-Biarré, Fabien Galtier l'a souligné, il a progressé sur des standards du haut niveau, c'est-à-dire sous les ballons hauts, en défense. J'étais en train de regarder les stats. Vous savez que Louis Biel-Biarré a réussi 25 plaquages dans tout le tournoi. Il n'en a manqué que 2. C'était pas forcément sur le point fort qu'on le voyait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mettre des cartouches. On l'a vu faire des cartouches. Il a pris des ballons hauts. Il a marqué des essais. Les ballons hauts aussi. Il a fait. Alors, c'est un peu plus. La stat est un peu plus. Pas dans la culture rugby, mais il fait 4 passes décisives, on est note pendant les 4 passes décisives, ça veut dire qu'il est décisif avec ses 8 essais sur 12 essais, et c'est un record, c'est du jamais vu. Donc il a été stratosphérique, et puis ces nouvelles stars avec ses cannes, avec ses jambes, ça fait des étoiles dans les yeux des enfants, quoi. C'est un gamin sympa, voilà, il a tout pour lui, donc il est vraiment la star de ce tournoi pour moi. Ce qui est étonnant chez lui, c'est son évolution dans les 2 dernières années. Si je prends la Coupe du Monde, moi il arrive en équipe de France. Il est arrivé, non mais c'est pour prendre de revenir en arrière. Il y a 2 ans, il me faisait peur. Il me faisait peur sur les ballons hauts, il me faisait peur en défense. En attaque, je le trouvais un peu fébrile. Il manquait de confiance en lui. Tu sentais qu'il y avait un potentiel énorme, mais il finissait pas les actions. Là, tous les ballons, il les bonifie. Tous les ballons, c'est-à-dire qu'il a une confiance en lui qui est inébranlable. Il connaît sa force maintenant, il en profite, un peu comme Moefana, qui maintenant brille en équipe de France, alors qu'il n'avait jamais brillé avant, mais il a pris conscience de son potentiel. Et c'est là où tu vois la grandeur d'un joueur, c'est de s'imposer aussi, s'imposer, et puis voilà, moi je trouve que Biel-Biarré, pour moi, c'est le joueur qui m'a le plus bluffé, moi. Le plus bluffé, vraiment. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Wilfried et de Denis ? Oui, même si vous avez d'autres noms à nous livrer, il va se battre pour être le meilleur joueur du tournoi, peut-être de cette édition. Comme dit Denis, le frisson même dans le stade, la clameur dès qu'il touche le ballon dans son couloir, tout le monde se dit c'est bon, c'est essai, quoi. Ce qu'il fait en Irlande de prendre sur l'extérieur, d'accélérer, de pousser au pied ce geste qu'il a un geste incroyable, son de footballeur, son coup de pied rasant, il l'a amené à un niveau où c'est absolument inarrêtable.
étape pour les défenses. Et d'avoir une arme comme ça, c'est incroyable. Alors évidemment, quand on est ailier, c'est plus facile de comprendre le jeu d'un ailier pour le grand public que le jeu d'un deuxième ou d'un troisième ligne. Là, il n'y a que les gens qui connaissent vraiment le rugby qui peuvent apprécier les exploits d'un François Cros, par exemple, comme Julien qui en a fait son. Mais non, mais moi, c'est que j'ai les mêmes cannes que Louis Bielbiarré, donc ça me rappelle ça. Donc Julien Landry, c'est plus laborieux. T'as le premier mètre, toi, seulement, non? Et encore, le premier mètre, je pense que t'es loin. Explique-nous en quoi François Cros est pour toi le président irlandais de ce tournoi. Ah, mais il mérite jamais les paillettes. Il a jamais les paillettes, François Cros, alors que pour moi, il les méritera à chaque match. Mais que ce soit d'ailleurs Toulouse, Wilfried le sait, que ce soit même à Toulouse ou avec l'équipe de France, il est toujours pour moi à 19 sur 20. C'est un phénomène. Alors évidemment, c'est un travail de l'ombre qu'on voit pas. Mais je vous rappelle cette statistique en Irlande, 10 plaquages en 13 minutes.